Bonjour. Alors aujourd'hui, on commence une série de 3 vidéos dans lesquelles on va vous montrer nos nouvelles analyses Hibou, la manière dont on les présente sur notre nouveau site, pour que vous sachiez bien les utiliser et que vous vous rendiez compte à quel point c'est un outil, à notre avis, performant pour vous permettre de gagner de l'argent. On va regarder ça au travers d'un exemple qui est la société Steph. Et donc, vous voyez, quand vous allez sur l'analyse Hibou, vous avez déjà cette première image. Et donc, vous avez marqué le nom de la société Steph et puis l'essentiel. Steph est le leader français de la logistique et du transport des produits frais et surgelés. Voilà. Qu'est-ce que c'est que Steph? C'est ça. En dessous, vous avez le nom de la valeur, le pays. Bon, c'est une société française, donc c'est la France. Le secteur, c'est le fret intégré. Vous avez le cours de la veille au soir, dernier cours de cotation, 85,20 €. Et vous avez la capitalisation boursière, un peu plus d'1 milliard d'euros, 1060 millions d'euros. Voilà. Puis ensuite, vous avez un rond avec les 2 yeux Hibou qui scrutent, et c'est la vision Hibou. Et donc, vous avez notre conseil à 5 ans, acheter, voilà, et la qualité de la valeur 2. Alors la nouveauté par rapport à l'ancien site, c'est la qualité de la valeur. Et donc c'est ça que nous allons regarder ensemble maintenant. La qualité de la valeur est une combinaison de 10 critères. Alors tout d'abord, on a 2 critères qui sont d'ordre boursier, c'est-à-dire qu'on va regarder ce que dit le marché sur la valeur. Et ces 2 critères sont des éléments de valorisation et de volatilité. Pour mesurer la volatilité de la société, on va regarder la taille de son écart type par rapport à sa droite de régression. En fait, ce chiffre mesure la moyenne de l'écart de chacun des cours par rapport donc à la droite de régression, c'est-à-dire la volatilité moyenne sur la longue route d'une action. Et donc avec cette volatilité moyenne, on connaît en fait le potentiel de hausse ou de baisse moyen sur une valeur. Je vais prendre un exemple concret, c'est toujours mieux. Si on achète une action à 100 € avec un écart type qui est de 30%, eh bien on sait que sa volatilité normale lui permet de monter à 130 ou de descendre à 70 sans qu'il se soit produit un événement majeur. Ça fait juste partie de sa vie entre guillemets quotidienne. Alors bien sûr, vous vous en doutez, le marché préfère les volatilités faibles. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est une mauvaise chose d'avoir une volatilité forte, puisque ça veut dire aussi qu'on peut gagner plus souvent beaucoup d'argent en jouant sur les écarts types justement. Cette taille de l'écart type par rapport à la droite de régression est préférable à notre avis, en tout cas dans le cadre de nos analyses, au bêta que nous utilisions avant, puisque comme vous le savez, le bêta va mesurer la corrélation d'une valeur à un indice. Mais on peut avoir des sociétés qui ont un fort écart type et un faible bêta parce qu'elles ne sont pas corrélées au marché. Et ce qui nous intéresse chez Hibou, c'est vraiment la volatilité d'une valeur, son pricing à un instant T, c'est-à-dire son potentiel de hausse ou de baisse quand on l'achète, plus que sa corrélation au marché qui est, elle, une histoire de timing qui est dépendante de plein d'autres choses. Et nous, vous le savez chez Hibou, on en parle souvent, on est pricing et non pas timing. Voilà donc pour ce premier indicateur boursier. Le deuxième indicateur boursier qu'on étudie pour déterminer la qualité de notre valeur, donc le deuxième critère sur les 10, c'est le PER de l'objectif de cours. Alors le PER, petit rappel, il reflète en fait le sentiment du marché sur la qualité d'une valeur, c'est-à-dire son rapport, pour schématiser, son rapport entre sa croissance et son risque. Par exemple, c'est un peu comme la cote d'un tableau ou d'un peintre. La cote de monnaie qui est élevée, qui est très élevée, un monnaie ça coûte très cher, eh bien traduit le fait que les gens pensent que c'est un très grand peintre. Et ben c'est pareil pour une société. Plus le marché pense qu'une société a de la croissance et moins il pense qu'elle a de risques, et bien plus il va lui accorder un PER qui est élevé. Et donc une société comme L'Oréal, que le marché considère comme très sûre et avec un potentiel de croissance élevé, va avoir un PER qui est également élevé. En moyenne sur les 10 dernières années, on est à 29. À l'inverse, une société qui est très cyclique comme Renault, le PER moyen sur la dernière décennie est de 8, parce que les marchés pensent que le combo croissance-risque sur cette valeur est faible. Voilà donc pour le PER, et donc le PER de l'objectif de cours que nous prenons nous pour calculer notre qualité de la valeur, eh bien en fait c'est un PER qui va correspondre la plupart du temps au PER historique de la valeur, sauf si on pense à l'issue de notre analyse que la position concurrentielle ou l'évolution de la valeur ou l'évolution de son secteur vont permettre également une évolution structurelle de sa rentabilité. Donc voilà pour le PER de l'objectif de cours qui est donc le deuxième critère plus boursier de notre indice de qualité. Alors Marie vous a parlé de la qualité de la valeur en ce qui concernait à partir des ratios boursiers, parce que les ratios boursiers sont indicateurs de la qualité de la valeur.
Et maintenant, toujours pour déterminer cet indice de qualité qui est, nous pensons, si important, on va regarder un peu l'exploitation, c'est-à-dire la vie commerciale, financière de l'entreprise. Et à partir de là, on va voir comment ça impacte l'indice de qualité. Alors, d'abord, on regarde l'évolution de la valeur ajoutée. Alors, pas le chiffre d'affaires, parce que ce qui compte, c'est l'argent qui rentre dans l'entreprise et donc la valeur ajoutée. Et donc, ce qu'on va regarder, c'est le taux de croissance annuel moyen de la valeur ajoutée sur 10 ans. Voilà. Ensuite, on va regarder l'évolution de la rentabilité d'exploitation. Voilà. Est-ce que cette rentabilité d'exploitation est plutôt en hausse? Est-ce qu'elle est stable? Est-ce qu'elle est plutôt en baisse? Évidemment, l'idéal, c'est qu'elle soit plutôt en hausse. Et donc, on va regarder le taux de croissance annuel moyen de la rentabilité d'exploitation, c'est-à-dire du résultat d'exploitation, EBITDA, sur cette fameuse valeur ajoutée. Ensuite, on va regarder la croissance du bénéfice. La croissance, est-ce que la société gagne de plus en plus d'argent? C'est quand même ce que recherche l'investisseur. Donc, on va regarder le taux de croissance annuel moyen sur 10 ans du résultat net par du groupe par action. Voilà. Et puis ensuite, on va regarder deux ratios qui sont des ratios qu'on aime bien chez Hibou. Alors le premier qui est un ratio spécifique à Hibou, qui s'appelle le ratio d'agilité. On vous en a déjà souvent parlé. C'est quoi le ratio d'agilité? C'est le cash flow courant sur les immobilisations. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que si vous voulez, pour qu'une société croisse, il faut qu'elle fasse croître ses immobilisations. Alors ces immobilisations corporelles ou ces immobilisations incorporelles. Les immobilisations corporelles, c'est les usines, pour faire simple, les bureaux. Les immobilisations incorporelles, si vous voulez, c'est les brevets ou c'est les acquisitions. Voilà. Et donc, si une société, par exemple, a un ratio de solvabilité de 10%, ça veut dire que son cash flow, c'est-à-dire le cash qui rentre dans l'entreprise, représente 10% des immobilisations. Donc, ça veut dire qu'elle peut, au maximum, augmenter ses immobilisations de 10%. Donc, à peu près sa valeur ajoutée et sa rentabilité de 10%. C'est aussi un ratio d'agilité parce que si une société, au contraire, comme Hermès, a un ratio d'agilité très élevé, de l'ordre de 30%, ça veut dire qu'Hermès est capable d'augmenter très fortement sa croissance, de passer à 30% de croissance, mais aussi de faire varier son activité, de lancer un nouveau segment. Voilà. Donc c'est un indicateur de qualité. Et puis dernier indicateur de qualité dans ces ratios d'exploitation, c'est le ratio de solvabilité. Bon, tout ça c'est très bien, mais est-ce que c'est pas fait au prix d'une augmentation de la dette? Est-ce que la croissance de la valeur ajoutée, la croissance du résultat par action, est-ce que c'est pas le résultat d'une forte augmentation de la dette? Et donc on va regarder le ratio de solvabilité, c'est-à-dire la dette nette sur le résultat d'exploitation, c'est-à-dire sur les EBITDA. Dernière grande catégorie dans ces 10 critères d'évaluation de la qualité d'une valeur, ça va être les critères qui nous permettent donc de noter la rentabilité de la stratégie d'une société. Le premier de ces 3 derniers critères sur les 10, donc, c'est la moyenne sur 10 ans de la rentabilité financière. Ce qu'on va étudier en fait ici, c'est la rentabilité de la société sur les capitaux propres engagés dans la durée par l'actionnaire, en prenant en compte uniquement le capital d'origine investi donc par cet actionnaire. On va y rajouter ensuite bien sûr tous les capitaux injectés dans la société, c'est-à-dire les bénéfices non distribués sous forme de dividendes ou encore les augmentations de capital. Mais en revanche, et c'est un point important, on ne prendra pas en compte les éléments de type purement comptable comme l'entrée en vigueur d'une nouvelle norme IFRS qui va changer le calcul des capitaux propres ou encore les dépréciations. Donc l'idée c'est vraiment de calculer en fait ici la vraie rentabilité du capital du point de vue de l'investisseur et donc par là même la vraie rentabilité de la société. Et effectivement, plus une société est véritablement rentable, plus on considère que sa qualité va être élevée. Deuxième point important dans cette évaluation de la rentabilité d'une société, et donc notre 9e critère sur les 10, c'est la résilience de la croissance du résultat net par du groupe, un concept, pour ceux qui connaissent Hibou, qui doit vous être familier parce qu'on l'utilise depuis longtemps. Et donc on considère que plus une société arrive à maintenir son taux de croissance du résultat, et en particulier du résultat par action, puisque c'est ça qui intéresse l'actionnaire, plus elle va être donc résiliente. Et donc on va étudier sur les 10 dernières années la résilience de la croissance du résultat par action. Et donc en fonction, s'il n'y a pas d'année de baisse, on va donner bien sûr la note maximale, et s'il y a 1, 2, 3 ou plus d'années de baisse du résultat par action, on va pondérer notre note en conséquence et également on va prendre en compte la gravité des baisses. Une baisse de moins 2%, c'est pas la même chose qu'une baisse de moins 30%. Donc on va noter cela en fonction
pour obtenir donc la notation de ce 9e critère qui est donc la résilience de la croissance du résultat par action. 10e et dernier critère et peut-être le plus important, c'est la position stratégique. Vous le savez déjà, c'est l'un des fondamentaux dans les analyses hibou parce qu'on estime que voilà, la rentabilité d'une société n'est durable que si elle est vraiment assise sur un avantage concurrentiel fort. Et donc une société ne sera un bon investissement que si sa rentabilité bien sûr est durable. Et c'est pour cela que l'avantage concurrentiel va toujours être au cœur de notre analyse. Et bien sûr, l'avantage concurrentiel le plus évident, ça va être la part de marché. Et plus une société aura une part de marché importante, plus sa position stratégique va être forte. Et donc, plus on considère que sa qualité est élevée. Et donc, on va noter numéro 1 mondial, on va le noter 1 bien sûr sur 5, et ainsi de suite, jusqu'à qualité 5 pour un acteur qui est important mais pas majeur. Voilà donc pour ces 10 catégories, ces 10 notes que l'on va attribuer. On va ensuite leur donner une pondération différente en fonction de l'importance qu'on accorde à tel ou tel critère. Et la moyenne pondérée de ces 10 notes va nous donner donc la qualité de la valeur, notée de 1 à 5, 1 étant le top du top, une valeur de qualité exceptionnelle, assez rare, et 5 étant la moins bonne note. À partir de là, vous le voyez sur le tableau, on va donc déterminer notre conseil, et en fait, on va forcément, en fonction de la qualité de la valeur, exiger des rentabilités différentes à dividendes réinvestis. Pour prendre un exemple concret qui nous parlera à tous, un appartement par exemple sur le parc Monceau, on va se contenter d'un rendement locatif de l'ordre de 3%, parce que voilà, c'est un investissement très sûr, très résilient, et on sait que sa valeur ne va pas être divisée par 2 du jour au lendemain. Donc ça on peut dire que c'est un appartement de qualité 1, et donc on sera moins exigeant en termes de rentabilité, parce qu'on sait dans quoi on met notre argent. À l'inverse, si on a un appartement qui est dans la banlieue de Kiev en ce moment, on va demander un rendement locatif beaucoup plus élevé parce que la qualité, la résilience de l'investissement est beaucoup plus questionnable. Donc c'est pareil pour les actions. En fonction de la qualité de la valeur, on va déterminer un rendement à dividende réinvesti plus ou moins élevé qui nous permettra de déterminer notre conseil en fonction du tableau que vous pouvez voir. Voilà donc pour la composition de cet indice de qualité de la valeur qui, vous le voyez, est très complet et c'est ça qu'on a apprécié et qu'on a voulu faire en le construisant. L'idée, c'est d'avoir en un seul indice un panorama très complet des différents aspects constitutifs en fait, de la qualité d'une valeur sur le plan boursier, sur le plan d'exploitation et du bilan, et enfin sur le plan de la rentabilité. On espère que ce nouveau critère vous plaira et qu'il vous sera utile pour vous aider à gagner de l'argent. Et on vous dit à très bientôt avec l'équipe hibou.